364, 250, 235,5, 332. C'est le nombre de points qui sépare Lando Norris du champion sur les 4 dernières saisons de Formule 1. Ouais, il y a de l'écart, hein. C'est un pilote talentueux et après 5 saisons chez McLaren sans aucun succès, on peut se demander s'il ne ferait-il pas mieux d'aller voir ailleurs. Notamment parce qu'une écurie, et pas n'importe laquelle, serait intéressée par ses services. Aujourd'hui, on analyse le cas de Lando Norris. C'est parti. Alors oui, je vous vois déjà venir. Bah ouais, ça n'a aucun sens, McLaren ils ont la deuxième meilleure voiture du plateau. Pourquoi tu voudrais qu'ils partent? Et en effet, sur ces deuxièmes parties de saison, McLaren est la deuxième meilleure écurie du plateau. Et pourtant, ce n'était pas gagné quand sur du début de saison. D'ailleurs, c'est bien plus que quelques courses puisque l'on parle de l'entièreté du premier tiers de la saison qui a été catastrophique pour McLaren. On parle d'une équipe qui aspire depuis des années à retrouver les premiers rôles. Et après avoir obtenu une modeste 5ème place l'an dernier, après le 8ème Grand Prix, l'écurie pointait à la 6ème place avec 17 points au championnat. 6ème, bon ça va, c'est pas si catastrophique. Si. Et ben pour vous donner une idée, Alpine c'était 44, Ferrari 122, Aston 147 et les Mercedes 167. Ah non, mais parce que vous voulez pas Red Bull, hein. Non, je vous assure. 321. C'est bon pour vous? Alors autant dire que c'était pas gagné pour le titre cette année, hein. Et pourtant les ingénieurs de McLaren ont fait un travail monstrueux pour ramener la voiture aussi vite que possible tout en haut du tableau. En seulement quelques mois, ils ont fait mieux que depuis 5 ans. Ah ouais, belle leçon de savoir-faire. Ils auraient pas pu faire ça avant. Alors je sais pas ce que Zak Brown leur a dit ou leur a promis, ou menacé, je sais pas. Mais ça a fonctionné parce que en l'espace de 3 grands prix, les gars ils sont passés de jouer l'entrée dans le top 10 à jouer les podiums. Ça c'est un step de grande qualité. Cependant les autres ont également progressé, ce qui a créé plusieurs grands prix de trous aux Pays-Bas ou en Italie où les McLaren se sont retrouvés derrière dans la hiérarchie. Mais depuis le Grand Prix de Singapour où ils ont de nouveau apporté des améliorations, plus rien ne peut les arrêter, à l'exception des Red Bull. Enfin, celle de Max Verstappen surtout. Parce que oui, aujourd'hui, voir Lando Norris ou Oscar Piastri finir sur la 2ème marche du podium n'a rien de surprenant. Ils sont plus rapides que tout le monde. Et d'ici la fin de la saison, les choses devraient pas beaucoup bouger, parce que à part quelques améliorations mineures, les écuries sont tournées vers 2024. Oui, donc ils vont être encore là l'an prochain. Aucune raison de s'en aller. Sauf que ce serait une erreur de penser que ça va forcément perdurer en 2024. Ah, et je peux savoir pourquoi? Cela fait des années qu'on n'avait pas vu un plateau aussi serré en Formule 1. Tout au long de la saison, les prétendants au podium ont évolué, et il ne fait aucun doute qu'en 2024, ce sera dans la même veine. Et avec des mesures comme le budget plafonné qui limite les dépenses des écuries à 135 millions de dollars en 2023, faire d'immenses sauts de performance au fur et à mesure des saisons va s'avérer de plus en plus compliqué. Les saisons 2022 et 2023 sont les premières d'une nouvelle ère, c'est donc normal de voir des écuries trouver des optimisations et des concepts qui leur font gagner beaucoup de temps d'un coup. Donc ce qu'a fait Aston, on risque pas de le revoir, c'est ça? Alors ça, je peux pas le savoir. Peut-être. Mais d'ici l'an prochain et les saisons qui vont suivre, les monoplaces, elles vont toutes commencer à se ressembler. De toute façon, ça a déjà commencé en fait. Toutes les écuries adoptent le concept de la Red Bull. Que ce soit les Aston qui ont été les premières à leur emboîter le pas, les Mercedes qui ont abandonné leur concept zéro ponton, ou encore Ferrari qui en 2024 va abandonner leur concept actuel pour un autre plus proche de la Red Bull. Et évidemment, McLaren ne fait pas office d'exception puisque leur monoplace introduite à partir de la mi-saison est très similaire à la Red Bull, du moins visuellement. En gros, tout le monde va atteindre un niveau de performance similaire, ce qui va rendre la démarcation de McLaren plus compliquée. D'accord, mais si on se trouve avec 20 Red Bull sur la grille, on risque d'avoir les mêmes performances, non? Bah même si on le souhaite évidemment que toutes les écuries atteignent à un moment donné le niveau de performance de la Red Bull, c'est visiblement pas pour tout de suite. L'écurie autrichienne a encore beaucoup d'avance. Ça m'étonnerait très fortement si McLaren et toute la compagnie là, ils arrivent en 2024 avec une monoplace qui peut se battre avec eux. Hein. Et même en 2025, je suis pas si sûr. Ouais, mais il y a de la progression sur la fin de saison, ils finissent de plus en plus proches. Alors oui, l'écart en fin de saison, il s'est peut-être un peu réduit et encore la saison n'est pas finie. Mais il faut se rappeler que Red Bull, eux aussi, ils bossent sur 2024. Ça fait un moment qu'ils n'ont pas apporté d'amélioration majeure, eux aussi. La seule inconnue, c'est quel est le plafond maximum de performance du concept de la Red Bull. Et à l'heure actuelle, seuls quelques ingénieurs sont capables de répondre à cette question. Ça se trouve aucun en fait, personne ne le sait. Donc oui, pour 2023, McLaren, sur la fin de saison, c'est clairement la deuxième meilleure écurie du plateau. Mais on peut pas s'assurer que ce sera le cas l'an prochain, ni même au-delà d'ailleurs. Mais c'est ni plus ni moins que le jeu de la Formule 1, c'est un jeu dynamique, un moment c'est ton tour, l'autre moment c'est un autre. On peut rien prévoir à l'avance tout simplement. Mais pour un pilote, ce qui est le plus important, c'est de se retrouver au bon endroit, au bon moment. Et est-ce qu'on peut dire que pour Lando Norris, il y aurait un meilleur endroit que McLaren ? Parce que c'est un secret pour personne, le pilote britannique, théoriquement,
c'est le pilote numéro 1 chez McLaren. Et beaucoup aimeraient juste être leader de leur écurie déjà. Clairement, et surtout leader d'une écurie avec un tel potentiel. Depuis son arrivée en 2019, il est celui qui doit ramener McLaren au sommet. C'est à l'image de Charles Leclerc chez Ferrari, des pilotes jeunes qui ont été soutenus par les grosses structures afin qu'ils puissent réussir une fois qu'ils récupèrent les clés du camion. Après 5 saisons pleines, Lando Norris a accumulé suffisamment d'expérience pour faire de lui un leader naturel d'une écurie. Il s'est battu dans le midfield pour faire exister McLaren, il a démontré qu'il était l'un des meilleurs pilotes de la grille, et j'en veux pour preuve les nombreux grands prix où il a fini meilleur des autres entre 2021 et 2022. Et honnêtement, il n'y a pas meilleure place que d'être leader d'une écurie du midfield ou aux avant-postes. Parce que dans le premier cas, il y a l'excellente adrénaline de se dire que je suis peut-être le prochain à aller gagner un titre, avec l'excitation sur ses épaules de porter tout le projet. Et dans le second cas, t'as l'assurance que chaque week-end, t'arrives en piste, t'as une voiture qui est capable de gagner. Et tout pilote, il veut gagner. Sinon, il serait pas en Formule 1. Hein, peut-être pas Lance Stroll, je sais pas. N'hésitez pas à voir mon dernier TikTok, j'en parle de Stroll d'ailleurs. Et être un leader, c'est évidemment la capacité d'inspirer toute ton écurie, des mécaniciens aux ingénieurs, pour réussir à atteindre l'objectif commun. Actuellement, Norris est un leader d'une part par ses performances remarquables en piste, avec ses 11 podiums dans une écurie qui la plupart du temps a été au milieu du tableau, alors qu'il a jamais eu une monoplace qui joue la victoire. Hein. Oui, il a quasiment toujours su profiter des occasions qui se sont offertes à lui. Sauf Sochi 2021, c'est pour ça que je dis quasiment, parce que celle-là, c'était une belle quand même. Hein. Mais aussi et surtout parce que le gars, ça fait un moment qu'il est dans l'équipe. Sur la grille, peu de pilotes ont une longévité aussi longue que lui dans leur écurie. Seuls 4 pilotes ont été plus ou autant de temps que lui dans leur écurie. En interne, Lando, il est écouté, il est respecté par ses mécaniciens. Sa parole, elle a de la valeur. Ouais, donc bon, c'est assez confortable comme position. Pourquoi tu veux qu'il la quitte? Sans même envisager un départ de Norris, on ne peut nier que l'arrivée d'Oscar Piastri fragilise en quelque sorte sa position de leader. Alors peut-être pas à court terme, mais clairement sur le long terme. Premièrement, quel est le message que tu reçois quand ton équipe s'est battue pour obtenir celui que beaucoup considèrent comme l'un des futurs plus grands de la Formule 1? Ils sont pas satisfaits par tes performances, ils recherchent quelqu'un avec un plus grand potentiel. C'est très différent de Mercedes qui va recruter Valtteri Bottas, Ferrari Carlos Sainz ou Red Bull un Sergio Pérez. Ça ressemble bien plus à une stratégie type Alpine où l'on va mettre 2 très bons pilotes et qu'importe qui gagne tant que c'est l'écurie qui est gagnante à la fin. Il n'y a aucun statut de privilège dans cette situation-là. Et c'est au pilote de montrer qui mérite un traitement de faveur si lutte interne il y a. Et McLaren, je suis pas persuadé, au vu de comment il gère les événements de cette fin de saison, qui serait forcément au chevet de Lando Norris. Au Qatar, malgré un rythme plus rapide, on lui a demandé de rester derrière son coéquipier. Ce n'est clairement pas les consignes attendues s'il était le leader numéro 1 assumé. McLaren se dirige clairement vers une écurie avec 2 leaders. Alors un problème de luxe pour les patrons qui sont ravis, mais c'est pas forcément au goût des pilotes. Sébastien Vettel lorsque Leclerc est arrivé, ou encore Ricciardo lorsque les problèmes ont commencé avec Max en 2017, pourront confirmer ça. Ils aiment pas changer le statu quo si c'est en leur faveur. Hein. De plus, il est clair que l'on doit parler du potentiel du pilote australien. Oscar Piastri, en seulement 17 Grands Prix, a réussi à se nisser au niveau de Lando Norris. Alors certes, il est encore à mon sens moins fort, et c'est normal au vu du contexte, mais qu'est-ce que ça va être dans 2 ans? D'accord, mais c'est le jeu, si tu veux être champion du monde, faut battre tout le monde, à commencer par ton coéquipier. Si tu fuis, tu vas jamais y arriver. Hein. Je dis pas que Lando Norris doit refuser la compétition, l'adversité avec Oscar Piastri. Je le répète, Lando Norris est l'un des meilleurs pilotes sur la grille. Mais le potentiel d'Oscar Piastri, il fait très peur. Il est très impressionnant lorsque la voiture fonctionne. Et je vois mal McLaren brider Piastri au profit de Norris si les deux devaient se battre pour des victoires. Dans un contexte pareil, le Britannique il a 2 options qui s'offrent à lui. La première, c'est tout simplement de dominer et d'écraser Oscar Piastri, comme Lewis sur Bottas ou Max sur Pérez. Mais ça, j'y crois pas une seconde. Soit partir pour se faire une nouvelle place ailleurs, comme ont essayé de le faire Vettel ou même Daniel Ricciardo. Et justement, il a peut-être une porte de sortie que beaucoup de pilotes aimeraient avoir. Fin 2024, Sergio Pérez n'aura plus de contrat chez Red Bull. Et il est très peu probable de voir Helmut Marko Christian Horner renouveler son contrat. Est-ce que vous voyez où est-ce que je veux en venir? C'est un secret pour pas grand monde dans le paddock de la Formule 1. En mode j'en fais partie, tu sais. Red Bull apprécie grandement le profil de Lando Norris. Après, on peut apprécier un pilote sans forcément le vouloir dans son écurie. Ouais, mais c'est pas le cas ici. Avant son arrivée en 2017 au sein de la structure de McLaren, eh bien Red Bull, par le biais de son académie Red Bull Junior Team, avait tenté de signer Lando Norris. Bon, c'est vrai que Red Bull, il sponsorise un petit peu tout ce qui passe par là. Hop, un pilote, on les signe. Mais on peut nier qu'il y a déjà un passif entre les deux parties. Et ce n'est pas la seule fois où ils ont essayé de le signer. Norris lui-même a révélé que lors de ces 2 prolongations de contrat, il a eu plusieurs discussions avec d'autres écuries, dont Red Bull. Alors, rien de surprenant pour un pilote jeune comme lui de voir ce que propose la concurrence, mais c'est pas tout le monde qui peut discuter avec l'écurie championne du monde. Et puis en interne, son arrivée, elle serait bienvenue. On peut pas nier tous les articles dans la presse et les déclarations qui ont été faites ces derniers temps. Notamment Helmut Marko qui déclarait sans aucun complexe:
Pérez n'est pas constant, il n'est toujours pas concentré, mais il a un contrat jusqu'en 2024 et Lando Norris a un contrat jusqu'en 2025. Dommage que cela dure si longtemps, car il serait l'un de nos candidats. Ah ouais, bonsoir la balle perdue, hein. Lui, clairement, il aime pas trop Pérez. Hein. Clairement, il aimerait vraiment voir un autre pilote à sa place. Ils savent que pour leur image, c'est important de gagner tout ce qu'ils peuvent gagner. Et si là, en 2023, ils n'ont pas eu forcément besoin de 2 pilotes pour remporter le titre constructeur, rien ne nous dit qu'en 2024, avec des monoplaces plus resserrés, peut-être 2025 des monoplaces encore plus resserrés, ils auront besoin des points du deuxième pilote. Alors pour l'instant, Pérez est encore deuxième au championnat pilote, mais combien de temps ça va tenir? Du côté de Lando, rejoindre Red Bull, c'est s'assurer d'être dans l'écurie qui domine depuis plus de 3 ans. Mine de rien, c'est une sacrée assurance de se retrouver avec une monoplace où tu sais que chaque week-end tu rentres en piste, tu peux gagner et potentiellement prendre le titre à la fin de la saison. Depuis le passage à l'ère de cette nouvelle monoplace, la concurrence ne fait pas le poids face aux performances de la Red Bull. Malgré que Ferrari était proche en début 2022, le développement était plus performant pour l'écurie autrichienne. Et en 2023, absolument personne ne leur est arrivé à la cheville. Vous voulez vraiment que je vous redonne les stats de cette saison? Vous êtes sûr, hein? Parce qu'avant le Grand Prix d'Austin, là, on est à 16 victoires sur 17 et le titre constructeur acquis à 7 courses de la fin et pilote à 6. Sans oublier évidemment les victoires avec plus de 30 secondes d'avance et ça même encore au milieu de la saison. Est-ce que c'est bon? Ah, donc le resserrement des performances derrière, ça resserre pas avec Red Bull. C'est à peu près ça, hein. Malgré le resserrement des performances, Red Bull, ils sont encore loin devant. Oui, sur certains Grands Prix, c'était plus faible, comme au Qatar. Mais c'était pas suffisant pour créer une bataille. Et puis, il faut pas se leurrer à un moment donné avec toute cette avance. Je doute fortement que Red Bull, tous les week-ends, ils sont à bloc. Oui, ils font toujours le mieux qu'ils peuvent, hein. Mais la performance de la monoplace, ça m'étonnerait qu'ils la mettent au maximum. Rappelez-vous la période Mercedes quand ils dominaient 2014-2015. Ils ont ouvertement dit, des années après, qu'ils réduisaient la puissance de leur moteur parce que ça servait à rien. Enfin, comme je disais rapidement au début de la vidéo, leurs avantages devraient persister en 2024. Et si ça se passe bien pour eux, en 2025. Sans une intervention de la FIA par le biais de directives techniques telles que la flexibilité du plancher ou des ailerons par exemple, qui obligent les écuries à modifier leur monoplace, il n'y a pas de raison de voir Red Bull soudainement perdre en performance. Mais la réglementation en tant que telle, elle devait pas empêcher ce genre d'écart justement. Et puis ils ont une pénalité sur le développement, non? Alors oui, à la question de la pénalité à cause du dépassement du budget cap, et oui, le temps de soufflerie il est réduit pour les écuries qui gagnent, mais ça va peut-être les ralentir. Pas les empêcher de gagner. Hein. Aujourd'hui, il faut se dire, le mal, il est fait. Leur voiture, elle est trop performante. Même si on peut pas dire qu'elle est trop performante, ils ont juste fait la meilleure place possible, ce qui est leur job. Donc, ils ont juste fait mieux que les autres. Mais il est clair qu'avec ces conditions-là, Lando Norris, d'un coup, c'est plus pareil. Il serait capable de gagner des courses et potentiellement de prendre le titre mondial. Mais est-ce que c'est forcément une situation désirable pour lui de se retrouver chez Red Bull? Parce que prendre la place de Pérez, mine de rien, sur le papier, tu restes le numéro 2. Il est très difficilement concevable que d'un coup, Red Bull passe sur une stratégie à 2 numéros 1, même si un duo Norris-Verstappen devrait, en théorie, mener à cette politique. En fait, rejoindre Red Bull, c'est un petit peu comme se mettre à la place d'Oscar Piastri, c'est-à-dire essayer de renverser la hiérarchie pour prouver que toi aussi, tu mérites d'avoir toutes les dernières pièces et que tu peux te battre pour le titre. Ah ouais, et s'il y a bien une écurie où c'est quasiment mission impossible, c'est bien Red Bull. Oui, non pas que c'est impossible, hein. Et si ça se produisait, on serait sur l'un des plus grands renversements de l'histoire. Mais c'est quand même vachement compliqué. Verstappen est le Norris de Red Bull en fait. Accompagné depuis sa jeunesse, propulsé dans l'équipe première avec une stratégie qui s'est articulée autour de lui très tôt. Quelle serait la réflexion derrière un tel transfert? Pourquoi tu voudrais mettre Max en difficulté alors qu'il est en train d'écrire sa légende et celle de ton écurie? Je ne pense pas qu'il faciliterait la tâche à Norris tant ils sont bien avec Verstappen. Ils n'ont pas d'intérêt à lui mettre des bâtons dans les roues. C'est bien pour ça que Pérez a fait 3 saisons avec lui jusqu'à présent. Et quid de la loyauté sur l'écurie qui t'a amené en Formule 1 toutes ces années? Est-ce que ce serait pas plus beau de devenir le premier pilote McLaren depuis Lewis Hamilton à remporter un titre avec eux? Est-ce qu'il n'y a pas plus d'intérêt à aller au bout de l'histoire que t'as commencé avec eux? Là-dessus, Norris est assez clair. Je dois beaucoup à McLaren, mais pas non plus la vie. Pourtant, jusqu'à présent, il a toujours re-signé. Et pas sur du court terme, hein, sur du long terme, voire très long terme. Alors oui, sur le papier, ça semble mission impossible, une idée complètement stupide. Pourquoi quitter son environnement que tu connais si bien avec des perspectives pas trop mauvaises pour te mettre dans un sacré bourbier chez Red Bull? Je vous rappelle que McLaren a récemment inauguré sa nouvelle soufflerie qui va leur permettre de grands progrès en avant dans les années à venir. Mais imaginez un instant que Norris y réussisse le pari, celui de faire tomber le triple, quadruple ou quintuple au moment où il quittera peut-être McLaren, je sais pas, champion du monde, dans la même voiture. Lorsqu'un pilote domine autant avec sa monoplace, ça laisse très peu de place pour le coéquipier. On l'a vu avec Bottas et on le voit avec Sergio Pérez. Très peu ont réussi à faire tomber leur coéquipier victorieux. Le seul que j'ai en tête là, c'est Nico Rosberg dans l'histoire récente. Donc ça serait quoi la place du titre de Norris dans cette situation-là? Max Verstappen n'est pas imbattable sur une course. Pérez l'a fait en 2023, c'est vous dire. Mais avoir les ressources mentales et physiques pour le battre sur une saison entière, ça, c'est pas donné à tout le monde.
C'est sûrement que si Lando réussissait cet exploit-là, et il rentrerait instantanément dans l'histoire. Alors on peut prendre le parti opposé et se dire qu'il a tout intérêt à rester chez McLaren et être le pilote avec son écurie qui fait tomber la domination de Lewis Hamilton, non de Max Verstappen, parce que je pensais au fait que Verstappen, lui, est celui avec son écurie qui a fait tomber la domination de Lewis Hamilton. À mon sens, les deux points de vue se valent et ils ont chacun leurs avantages et inconvénients. Seul l'avenir nous dira quel aurait été le bon choix pour Lando Norris. Si vous voulez voir plus de contenu F1, n'hésitez pas à rejoindre mon TikTok ou alors suivre le podcast, je vous mets tout ça en description. Si vous souhaitez voir une autre analyse d'un pilote et pourquoi sa situation est un petit peu compliquée, je vous invite à aller voir la vidéo de Sergio Pérez. Dans tous les cas, moi je vous dis à la prochaine, c'était Charles F1, salut!